Bonjour à tous et bonne journée dominicale. Bienvenue sur Zone Franche pour évoquer ce matin l'actualité liée à l'école béninoise. Tout avait bien commencé cette année en dépit de la phobie liée au contexte sanitaire et malgré les difficultés financières éprouvées par les parents d'élèves pour faire face aux charges qu'implique la scolarité de leurs enfants. Tout avait bien commencé, disais-je, et aurait pu continuer ainsi s'il n'avait pas fallu cette affaire de 30 heures de cours hebdomadaires à imposer aux enseignants aspirants. Le ministère de l'enseignement secondaire jure de sa bonne foi et de la capacité des enseignants concernés à tenir le rythme aussi élevé d'activité pédagogique. Mais de leur côté, les concernés ont crié à l'esclavage, à la surexploitation humaine motivée par un seul souci de rentabilité économique dans un secteur régalien, républicain et d'abord social. Patrice Talon, le chef de l'État, a dû faire appel aux deux parties pour comprendre les contours de la discorde et pour trancher. Et parmi ses hôtes du jeudi dernier, Mudashiru Ba-Chabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. C'est lui notre invité de ce matin sur Zone Franche pour nous faire le point de la séance, nous entretenir sur les issues explorées à ce problème. Mais on ne parlera pas que de cette actualité-là. Nous parlerons de l'école tout court avec notre invité, puis des questions de négociation entre employeurs et employés en cours dans le cadre du dialogue social. Mudashiru Ba-Chabi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de venir sur Zone Franche et sur l'ensemble du réseau partenaire de relais de cette émission constitué de radios à l'intérieur du pays. Je veux citer Solidarité FM à Djougou, Fraternité FM à Parakou, Dialogue FM dans la Librairie là-bas. Avec moi pour vous poser des questions, monsieur le secrétaire général, Eman Parfait à Niamboussou. Eman, bonjour. Bonjour Tanguy Agoï, bonjour. Bonjour Eman. Monsieur Bassabi Mudashiru, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB. On va commencer, comme l'a dit Tanguy, par l'actualité des 30 heures. Dites-nous le point, faites-nous le point de la rencontre avec le chef de l'État. Bon, je crois que je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et l'occasion que vous m'offrez de revenir à nouveau sur ce sujet, puisque on en a vraiment débattu tout au cours de la semaine. En fait, on a fait une montagne, puisque finalement, les échanges que nous avons eus avec le chef de l'État, les éléments qui auraient pu être des pommes de discorde étaient vraiment des éléments qui, au contraire, nous rapprochaient. Le souci exposé par le chef de l'État, c'était quoi? De garantir l'offre éducative à tous les enfants béninois, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national. Deuxième élément, que cette offre soit une offre de qualité. Et puis, troisième élément, c'est de faire en sorte que, dans un cadre qui est le nôtre, qu'on enclenche le processus, disons, d'appurement du déficit d'enseignants et aurait à partir d'une solution qui reste compatible avec nos réalités. Et la première solution, c'était les 30 heures. Je crois que les 30 heures se sont révélées comme étant une estimation, véritablement. Et une estimation qui n'a pas intégré tous les éléments statistiques qui pouvaient permettre de faire une option judicieuse. Nous avons, dans les échanges avec le chef de l'État, démontré que d'abord on avait le même souci, mais ce qu'on ne voulait pas, c'est que ce souci-là transforme le milieu scolaire d'abord en un milieu de médiocrité, parce qu'une masse horaire aussi importante pour des aspirants, ça pourrait influer sur la qualité de l'offre éducative, mais également ça pourrait déshumaniser le métier d'enseignant. Et je crois que là-dessus, nous sommes compris que l'objectif n'était pas ça. Donc, ce que nous avons convenu de faire avec le chef de l'État, c'était d'abord de nous assurer que l'ensemble des préinsérés qui ont été déployés au titre de l'exercice passé et qui figurent dans la base de données retrouvent les emplois du temps. Or, dans la lecture que certains chefs d'établissement ont fait de la situation, c'est que tout de suite, ces 30 heures amenaient à retirer des heures de vacation. Oui, il y avait une cumulation justement qu'il fallait faire. Donc, il fallait donc faire cette cumulation-là. Je crois que cette cumulation devait avoir pour conséquence de sortir certains bénéficiaires du programme. Ça, au moins, le chef de l'État a été clair. Il n'est pas question que par cette volonté d'assurer l'équité d'accès à l'éducation à tous les enfants béninois, il ne faut pas que cette volonté-là se traduise par la mise au chômage de ceux qui figurent dans la base de données, c'est-à-dire ceux qui ont été testés, qualifiés pour le métier. Deuxième élément qui était véritablement important,
c'est que nous sommes entendus avec le chef de l'État pour que nous revoyions à partir des éléments, des informations qu'il y a dans la base de données, que nous puissions revoir de façon statistique quelle pouvait être la masse horaire réelle. Parce que, partie d'une estimation pour instruire les chefs d'établissement, une estimation qui n'avait pas intégré tous les paramètres, à savoir que dans la base de données que nous avions l'année passée, il y avait des enseignants qui n'ont pas été déployés. Donc, ça tourne autour d'une 60aine comme ça qui n'ont pas été déployés. On a fait un dernier test récemment qui a fait remonter dans la base de données plus de 2000. Donc, si l'on conjugue toutes ces statistiques-là, on devrait être en mesure de faire moins que ce qui est annoncé. Bon, donc, le travail est en cours. Il y a eu un comité technique qui est mis en place au niveau du ministère et tous les éléments que nous avons montrent véritablement que à la fin, c'est presque sûr que nous ne serons pas aux 30 heures. Est-ce qu'on n'est pas en retard là? Parce que ça fait quand même 2 semaines que les cours ont commencé. Vous savez, le retard, tout le monde, tous nous déplorons ça. Et c'est pour ça que nous estimons que de façon réelle, il faut tout au moins relancer ces aspirants à compter de la semaine prochaine, de manière à faire en sorte que l'école ne soit pas déserte tel que c'est le cas aujourd'hui. Dans tous les cas, les timings que nous sommes donnés, c'est qu'on ne passera pas la limite de la semaine prochaine pour régler définitivement cette question. Du travail donc aux responsables des établissements scolaires au niveau donc, de l'enseignement secondaire. Mais le fond de la querelle, c'est quoi? On a dit que 30 heures de cours, ça fait comme une sorte d'esclavage, en tout cas de surexploitation de l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure pour commencer cette émission. Et pourtant, il y en a qui font plus que ça, monsieur le secrétaire général. Il y en a qui prennent les 24 heures ou les 20 heures ou les 22 heures qu'ils doivent prendre normalement dans les établissements publics, puis vont glaner aussi dans les cours privés pour se retrouver à la fin, parfois à 36 heures, parfois à 40 heures de cours par semaine. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un travail dans ce sens-là? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie qu'on est en train d'alimenter et de nourrir là? Non, je crois qu'il faut distinguer les choses. Oui. Nous sommes en face de ce qui est humainement supportable. Nous sommes en face également d'une situation de misère. Il y a 2 éléments qui transparaissent. C'est que nous sommes, les intéressés sont dans le besoin réel. Et il n'est pas juste de penser que, parce qu'ils sont dans ce besoin-là, on pourrait leur demander de faire tout ce qu'on veut. Les options que vous évoquez sont des options librement choisies. Donc la contrainte n'est pas derrière ça. Deuxième chose, il est prouvé également que les enseignants qui arrivent à se surcharger de cette façon-là ne sont pas efficaces. C'est-à-dire, ils seront présents dans les classes, mais ils ne rendront pas. Parce que les 2 heures de cours ou les 3 heures que l'on déroule en salle, dans la position que vous connaissez, ont fait l'objet d'une préparation qui a pris au moins 3 à 4 heures également. Deuxième élément, c'est que lorsque vous êtes en face d'effectifs pléthoriques, comme que nous avons dans nos salles de classe au niveau du public, vous voyez un peu la contrainte pédagogique qui veut qu'on fasse des évaluations sommatives. Tout ça a fait que un enseignant pourrait se retrouver en 2 semaines avec plus de 1000 copies. Bon, quelle va être l'efficacité de cette évaluation s'il est tenu de rendre les copies à la prochaine séance de travail? Donc, vous voyez, ce que nous recherchons, c'est que l'efficacité, l'efficience viennent vraiment en milieu scolaire et qu'on ne sacrifie pas les enfants. Là aussi, ce que vous dites, il n'y a pas de problème. Ils sont dans le besoin. Si on leur impose ces 30 heures, il faut prendre. Mais le rendu ne sera pas au rendez-vous de nos attentes. Mais pourquoi justement, quand ils font le libre choix d'aller jusqu'à 40 heures de cours par semaine, vous ne travaillez pas à les convaincre qu'ils ne sont pas efficaces, qu'ils ne sont pas efficients? Vous savez, il y a quelques exceptions seulement. Oui, même si les gens le font, ce n'est pas eux tous qui le font. Maintenant, ici, on parle peut-être d'un résidu de 2% qui s'adonne à cette activité de cette façon-là pour aller à 100%. Vous comprenez que ça va nous poser de nombreux problèmes. Et deuxième chose, nous sommes dans une république. Il y a des normes. Même si ces normes doivent être compatibles avec nos réalités, nous devons faire en sorte que nous restons dans un schéma décent. Et le schéma décent ne veut pas que les gens ploient sous la charge d'une masse horaire qui finalement va les rendre inefficaces. Quels ont été les éléments d'explication fournis par le ministre au cours de cette rencontre pour vous dire, pour vous témoigner sa bonne foi, ou pour expliquer le choix, l'option faite des 30 heures?
Non, je crois que le ministre, ou pour dire même le gouvernement, je vous ai dit que sur le principe et sur les éléments évoqués, nous sommes d'accord. C'est-à-dire, il faut que tous les enfants béninois, où qu'ils se trouvent, aient accès à l'éducation de bonne qualité. Pourquoi? Il y a des années scolaires que nous passons où toute l'année entière, il n'y a pas d'enseignants pour dispenser des matières dans certains établissements. Et vous le savez très bien. Donc, étant donné qu'il arrive que les gens soient sans enseignants, cette année, le gouvernement a dit, et ça dit 0 classe sans enseignants. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que les enseignants soient présents dans toutes les classes. Et la formule était de dire, bon, il y a une quantité de travail à faire, on répartit sur ce qui est disponible. C'est ce qui a été fait, de bonne foi. Mais malheureusement, cette répartition est restée un peu exagérée parce que quand on regarde ce qui est disponible dans la base de données, étant donné qu'on n'a pas consommé tout ce qui avait l'année passée, et qu'on a une autre vague cette fois-ci, on aurait pu simplement intégrer le fait qu'il y avait un résidu l'année passée et qu'il y a un complément cette année, et que si on mettait ça, la charge horaire n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. Ce calcul n'a pas été véritablement affiné. Est-ce que ce n'est pas plus par un besoin de revendication, un besoin de régler un tant soit peu les affaires, le problème de chômage que vous êtes dans cette bataille-là? Parce que Tanguy a évoqué tout à l'heure le cas de ces enseignants qui délibérément vont vers les 40 heures, même 45 heures, sans compter les cours de maison qu'ils font. Non. Si vous mettez ça seulement sur le compte du chômage, c'est que vous allez mal appréhender la mission des syndicats. Nous avons également pour mission de garantir l'équité pour tous les Béninois. Donc, et que des gens aient accès à un enseignement de qualité dans une partie du pays et que dans une autre partie, que les gens n'aient pas accès, ça doit nous préoccuper. Donc, nous sommes tout aussi préoccupés par la question du chômage que par, disons, le retour sur l'investissement des parents d'élèves. Parce que ça ne sert à rien que vous vous battiez, que vous investissez et que votre enfant soit soumis à une éducation qui n'en vaille pas la peine. Donc, notre souci était fondamentalement, de permettre effectivement que ceux qui ont déjà l'emploi aussi précaire, qu'ils ne le perdent pas, mais surtout de faire en sorte que cet emploi-là soit utilisé pour une cause tout à fait noble pour le pays. Donc, on n'est pas vraiment... le chômage ne nous a pas tellement hanté. Mais en réglant le problème de l'offre de qualité, en réglant le problème de la norme dans l'utilisation du capital humain, forcément, ça touchera les aspects de chômage, où ça va réduire un peu, en tout cas, la mise au chômage des étudiants. Est-ce qu'il y avait vraiment, dans les explications du ministre, des réelles intentions vraiment de faire de l'économie? Parce que quand même, quand il faut coopter toutes ces personnes-là, justement, ça fait beaucoup d'obligations financières pour le gouvernement, pour l'État. Bon, je crois que dans les échanges, ça n'a pas transparu comme élément. Ça n'a pas transparu. Au finish, ça pourrait donner un résidu d'économie, c'est possible. Mais ce que nous avons senti, c'est qu'il fallait que tous les enfants, où qu'ils soient, ils aient accès à l'éducation. Sur ce principe-là, je crois que personne ne transige. Et la solution qui a été trouvée par le gouvernement, c'est de dire, voilà ce dont je dispose, qu'est-ce que je fais? Et c'est dans qu'est-ce que je fais là que malheureusement cette histoire des 30 heures est arrivée. Et bon, mais je crois que je peux dire aujourd'hui que l'affaire des 30 heures, bon, mais c'est une virgule qu'on a placée, on l'a déplacée. On reviendra tout à l'heure par rapport à cette réaction assez vive et tranchée. Solidaire même, ça nous a surpris beaucoup, en tout cas moi personnellement. Solidaire, quand il s'est agi justement de faire front commun pour revendiquer quelque chose qu'on voulait bien. Parlant justement et toujours de cette affaire-là, avant que le chef de l'État ne vous reçoive, on a vu quand même le ministre de l'enseignement secondaire sortir pour présenter la beauté et la magnificence de la chose, en promettant justement à ces braves gens à qui on veut infliger les 30 heures, beaucoup d'avantages liés notamment à la carrière. On a parlé de sécurité sociale, on a parlé de garantie sanitaire, on a parlé de retraite, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous n'avez pas sacrifié tout cela pour l'instant présent? Non, je crois qu'il n'y a pas une volonté de sacrifier les offres alléchantes du gouvernement. Non. Ce que nous avions fait et qui a suscité d'abord la colère, c'est que nous étions en plein échange avec le gouvernement. Et que ces questions-là, nous sommes entendus sur un certain nombre d'éléments qui sont que, bon, évidemment, il fallait reconduire tous ceux qui ont été déployés l'année passée.
il fallait exploiter au mieux la base de données et faire en sorte que les cours reprennent au plus tôt. Bon. Il se fait que, à 48 heures de la reprise des cours, une information aussi importante que celle-là, qui mérite d'être discutée, nous tombe dessus. Ce qui est normal, c'est que, n'ayant jamais entendu parler de ça, il fallait qu'on cherche à comprendre ce qu'il y a dedans. Donc notre réaction, il fallait comprendre. Et après avoir compris, regarder si l'offre qui est faite est vraiment en lien avec nos potentialités et nos réalités. Et je crois que c'est cet exercice qu'on a commencé à partir de notre réaction. Et aujourd'hui, je vous dis que quel que soit le schéma, nous sommes tous d'accord pour dire on aurait pu mieux exploiter les statistiques disponibles et que forcément, on aurait abouti à une charge horaire moins pesante que ce que nous avons eu. C'est-à-dire qu'avec la révision du quota horaire, toutes ces offres alléchantes là disparaissent ou non, ça ne disparaît pas parce que la position du gouvernement est claire. Vous savez, le gouvernement, et puis s'il faut répéter un peu ce que le chef de l'État a dit, c'est que on ne pouvait pas continuer par utiliser dans le noir. Parce que déclarer à un régime de sécurité sociale les gens qu'on utilise, c'est une obligation légale. Mais ça s'est passé comme ça, tout le temps, et il fallait rompre avec ça. Donc cette volonté de rompre avec ça n'a pas été retirée du fait qu'on ait engagé un débat avec le gouvernement. Cette volonté également d'accompagner les intéressés de manière à faire en sorte qu'ils aient le métier qu'il faut pour que la carrière puisse vraiment être sauvegardée et entretenue, ça aussi n'a pas été retiré. Je crois qu'il n'y a pas eu de recul, malgré notre détermination. Alors vous avez eu des promesses, des garanties là? Parce que quand même, quand on dit aspirant, ou quand on dit préinséré, ou tous les qualificatifs que vous connaissez, c'est pas forcément des gens que l'État reconnaît officiellement et à qui on peut assurer justement la retraite et tous les autres avantages que je viens de citer. Non, vous savez, la retraite, contrairement à ce que les gens pensent, la retraite n'est pas liée à une carrière linéaire. La retraite est liée à un régime auquel on souscrit. Vous pouvez travailler 6 mois, 5 mois, 3 mois. Si vous êtes dans le dispositif, toutes les fois que vous trouvez du travail, vous épargnez pour le système. Donc, on aurait pu, malgré la précarité de l'offre, leur permettre de faire ces cotisations. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, ce n'est que justice qui veut être faite. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement ceux qui ont, de façon linéaire, 30 ans, 20 ans de service qui peuvent aller à la retraite. On peut bien, avec des contrats à durée déterminée, renouvelables chaque année, même par semestre, vraiment appartenir à un régime de sécurité sociale. Je crois que c'est ce que le gouvernement veut faire avec eux. La question de l'ambivalence, est-ce que ça a eu autant d'attention au cours de cette rencontre avec le chef de l'État? Oui, nous avons évoqué l'ambivalence. Mais vous savez que l'ambivalence n'est pas une notion nouvelle. Il y a eu des moments où nos écoles ont formé pour cela. Et puis, il peut être il peut être plus franc aussi. Vous savez que bivalence ou polyvalence, de toutes les façons, c'est juste une manière de dire qu'il y a des gens qui ont été formés pour une matière, mais il y en a qui ont des aptitudes dans d'autres matières. Je crois que vous en connaissez aussi. Et nous en avons rencontré sur notre parcours. Donc, le fait d'offrir à ceux qui ont du potentiel dans d'autres matières autres que les matières dans lesquelles ils sont formés, de contribuer à la résorption de la masse arrière n'est pas vraiment une mauvaise chose. Ce que nous disons, c'est que il ne faut pas qu'il y ait bivalence ou polyvalence pour polyvalence. Nous sommes tous d'accord que c'est à l'issue d'un processus d'évaluation que les intéressés sont entrés dans la base de données. Et cette évaluation a révélé leurs aptitudes. Donc, on tiendra compte des aptitudes que les uns et les autres vont présenter pour voir qui va être bivalent, qui va être polyvalent, qui ne sera pas. Oui, mais la bivalence, tel que vous l'expliquez, c'était aussi simple que ça, et pourtant ça a braqué les gens. Ce qu'on apprend dans les coulisses, c'est que ça va être systématique et étalé à tous les enseignants. Dès qu'ils sont, en tout cas, aspirants au service de l'éducation, ils doivent avoir forcément de matière. Non, je ne crois pas que ça soit systématique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une évaluation qui a été faite. Et les gens, à l'entrée dans la base de données, ont, disons, développé des aptitudes. Et ces aptitudes ont permis de savoir qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi. C'est déjà un premier pas. Deuxième pas, ce qui est là, c'est que nous sommes en face d'une communication totalement erronée parce que même au finish, il y a des matières dans lesquelles
on n'aura jamais besoin d'atteindre les 30 heures, quel que soit le schéma. Même pas au-delà des heures réglementairement admises. Parce que le potentiel en capital humain est disponible à foison à ce niveau. Il n'y a que certaines matières dans lesquelles l'acrobatie est obligatoire parce qu'on n'a pas l'effectif nécessaire. Et il se trouve justement que dans cette discipline, on ne peut pas les associer. On ne peut pas associer par exemple parce que généralement, la pénurie qu'on note sur le terrain, c'est en termes de professeurs de français, en termes de professeurs de mathématiques ou de sciences physiques. On ne peut pas associer ces différentes matières-là. Mais vous pensez que sciences physiques et mathématiques ne peuvent pas aller ensemble? Vous pensez que sciences physiques et biologie ne peuvent pas aller ensemble? Non, je crois que le tout dépend, je vous ai dit, des aptitudes présentées par les uns et les autres. Deuxième chose, quand vous parlez de français, mais si vous avez un professeur de français, quelqu'un qui est très très bien, même en philosophie, il est en mesure de faire du français. Le plus important, ce que nous recherchons, c'est que les aptitudes soient déjà là. Puisque le français, ce n'est pas une seule branche. Vous savez, il y en a qui ont une bonne expression écrite, il y en a qui font une bonne lecture. Il y a un certain nombre d'éléments. Je crois que les inspecteurs, ceux qui sont les techniciens de l'éducation, savent très bien qu'est-ce qu'on peut concilier, qu'est-ce qu'on ne peut pas concilier. Mais le débat que nous faisons n'offre jamais la possibilité à quelqu'un de venir faire, disons, un exposé accessible à tout le monde aussi. Parce que nous sommes ici dans un domaine technique. Est-ce que vos revendications ne sont pas beaucoup plus mues par le fait que on puisse offrir la liberté de choix aux aspirants plutôt que de leur imposer aussi bien les 30 heures que la bivalence? Non, mais dans la démarche du gouvernement, il n'a été jamais question d'imposer. C'est une attribution, d'abord. Oui, et puis, cela suppose qu'on leur a imposé les 30 heures. Non. Vous savez, il faut connaître quelque chose. Nous sommes ici dans la présence d'une situation conjoncturelle où nous avons, sur tous les cieux, un contrat de travail reste encore un contrat d'adhésion. Ce qui fait que nous crions, c'est que nous savons que dans notre contexte, l'emploi est une denrée extrêmement rare. Et qu'il ne fallait pas surfer sur la misère des uns et des autres pour créer des distorsions sociales. C'est ça qui nous fait courir. Sinon, en réalité, dans tous les schémas, on vous présente les conditions de travail et vous acceptez. Mais aujourd'hui, si on intègre ces conditions-là dans nos réalités, on peut vraiment, les gens peuvent aller accepter n'importe quoi alors qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, c'est ça qui fait que nous sommes là. Deuxième élément qu'il faut intégrer dans la réflexion, c'est que, il n'est pas imposé, puisque dans la déclaration du gouvernement même, on a dit, bon, mais prends qui veut. Oui. Prends qui veut. Mais prends qui veut, vous comprenez que, comme je l'ai dit, dans notre contexte, dans notre contexte, prends qui veut, sort du système s'il ne prend pas. Donc, nous devons également dire, et c'est là où nous intervenons pour dire non, la misère ne peut pas être une occasion de chantage. Véritablement pas. Et je crois que le gouvernement, dans les échanges que nous avons eus, il n'y avait aucune volonté de chanter, il y avait simplement une volonté d'assumer un contrat régalien qui veut que tous les enfants accèdent à l'éducation. Donc, sur le principe, je crois, nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, d'abord, l'offre dès le départ était à choisir de façon libre, mais nous savons que dans cette liberté, il y a beaucoup d'ingrédients qui peuvent contraindre les uns et les autres. Après, c'est pour ces ingrédients-là que nous intervenons pour qu'on humanise la démarche et qu'il soit possible que les gens choisissent en fonction vraiment des besoins réels et non en fonction des contraintes de misère qui sont là. Ça fait 2 ans qu'on expérimente cette affaire donc d'aspirants et de préinsérés. Comment percevez-vous justement leur rendu et la façon dont ils sont traités? 2 ans, je crois que c'est l'année scolaire passée que la formule est arrivée. Oui. Et dans cette année scolaire-là, nous avons eu la conjoncture de la Covid. Et vous comprenez, malgré tout, nous avons eu les résultats que nous avons. Vous savez ce qu'on appelle aspirants aujourd'hui. Et la plupart d'entre eux ne sont pas de nouveau venus dans le système. C'est ceux qui étaient dans le régime de vacation, pour la plupart. Et dans le régime de vacation, c'est que vous discutez avec le chef d'établissement, il voit avec vous, on vous donne la masse horaire, et puis il y avait beaucoup d'éléments en dessous. Et tout ce qu'il y a comme corruption, ça dit forcer la main. Donc, le régime d'aspirants vient mettre fin simplement aux négoces qu'il y avait autour de l'enseignement. Donc, c'est un statut qui est venu plus ou moins corriger les défiances de la vacation. Même si ça ne fait pas chose là, mais ça diminue également les risques d'accident parce que vous savez, avec la vacation,
vous avez 3 heures dans tel collège, 4 heures dans l'autre, et puis vous les voyez, ils sont toujours en train de courir à gauche, à droite pour rattraper les heures dans les établissements différents. Aujourd'hui, cette course-là est limitée par ce contrat-là, et ça réduit les risques d'accident. Deuxième chose, si vous êtes compétent et que vous êtes dans la base de données, aucun chef d'établissement ne peut pas vous faire chanter pour dire « je ne vous donne pas d'horaire parce que vous êtes ci ». On a fait ces progrès-là, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est parce que ce n'est pas suffisant justement que le gouvernement dit « cette fois-ci, j'accompagne avec tel régime, tel régime ». On dit ça aussi, c'est des progrès. Mais ce que nous demandons, c'est que nous puissions avoir un plan avec le gouvernement pour résorber ce déficit par un recrutement effectif. Bon, malheureusement, un plan de cette envergure-là ne peut pas s'offrir non plus en fin de mandat. La masse horaire de 30 heures, l'ambivalence. Est-ce qu'il y a un autre point qui a été abordé au cours de cette rencontre et que vous souhaitez porter à notre connaissance? Non, je crois que essentiellement, c'est ce que nous avons dit. Et les autres éléments que nous avons... Pendant plus de 3 heures? Non, le jeu en valait la chandelle. Parce que vous savez que, tel que nous étions partis, et on était partis pour être totalement, diamétralement opposés. Le ministre a servi sa version, nous sommes montrés au créneau pour démontrer que sa version ne tenait pas la route. Le chef du gouvernement a voulu comprendre parce que lui, il a déjà été convaincu par son ministre dans ce qui a été dit. Voilà qu'il y a une son de cloche portée par des Béninois dont il a la conviction qu'ils sont également souciés du progrès du pays. Donc il a dit, ok, on en discute. Et dans cette discussion, il fallait que les arguments... Et je crois que dès que nous avons pris la parole, le chef d'État a compris que l'affrontement des arguments n'allait pas nous faire progresser. Il dit, ok, je suis d'accord avec vous. Moi, je veux simplement que tout le monde aille à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce dont je dispose. Et je crois que cette base-là, on a progressé dans les débats. Les autres aspects qu'on aurait pu aborder véritablement, on a agité les idées, mais étant donné que la grande commission négociation au gouvernement central est encore en session, le chef de l'État a souhaité que nous puissions poursuivre ces échanges. On en parlera, on verra à quel niveau. Rapidement, sur l'ambiance de déroulement de la rencontre, est-ce que vous avez un chef d'État qui était très, très ouvert au départ? Il a voulu vous convaincre d'abord? Mais c'est normal, chacun doit être dans son rôle. Le chef de l'État a défendu la position du gouvernement sur la question, mais en même temps, il nous a dit qu'il n'y a pas de fétichisme autour des options du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas parce que les arguments l'ont éprouvé dans sa position? Non, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qu'on éprouve avec les arguments. Quand on touche sa conviction sur un certain nombre d'aspects, il abdique. Ce qui est important, c'est qu'il faut retenir qu'on ne va pas vers Patrice Talon en aboyant seulement, on va vers lui en ayant des choses à proposer en remplacement de ce qu'il avait déjà convaincu. Donc, dans cet exercice, il n'a pas changé. Il est resté égal à lui-même. Bon, voilà, et nous avons fait les... C'est que vous trouvez moins rigide, comme le fait passer à cette occasion aussi. Vous savez, il est en train de faire pratiquement 5 ans. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Et toutes les fois que je l'ai rencontré, il ne m'a pas donné l'impression d'avoir changé la dernière fois non plus. Donc il était resté rigide. Et que devient alors cette promesse de vous rencontrer annuellement? Vous avez parlé aussi, et est-ce que la position du gouvernement n'est pas plutôt une solidarité gouvernementale autour de ces deux questions-là? Mais en quoi est-ce qu'une solidarité gouvernementale peut gêner? C'est le contraire qui aurait pu être un problème. Ils ont forcément des endroits où se tirent les oreilles. Au départ, on a vu face à des secrétaires généraux un ministre qui se débattait un peu comme le diable dans le bénitier. Oh, je ne l'ai pas vu se défendre, je l'ai vu simplement porter la décision du gouvernement et argumenter la décision. Et puis nous aussi, on a argumenté dans nos camps. Ce que je crois, c'est que il y a quand même de toutes les façons qu'il faut reconnaître que dans la communication, généralement, les membres de cette équipe pêchent. Parce que justement, on a le sentiment qu'il y a une trop grande suffisance dans ce qui se dit. Or, il y a des possibilités de faire mieux. Parce que si on interroge les autres aussi, on a quand même 11 millions de Béninois. Vous comprenez que 11 millions d'intelligence, ce n'est pas une trentaine d'intelligences qui vont faire basculer ça. Il faut forcément espérer que les autres peuvent apporter quelque chose. Et je crois que toutes les fois qu'on a rencontré le chef de l'État, il a donné quand même l'impression et l'assurance de ce qu'il peut écouter les autres quand le jour envoie la chandelle.
On va évoluer un peu, hein. On va aller vers le deuxième point de nos échanges ce matin. On va parler un peu de la rentrée scolaire 2020-2021. On connaît le contexte, on connaît, la situation à la fois socio-économique et à la fois sanitaire. Mais déjà, un mot sur le déroulement de l'année scolaire passée. C'est vrai qu'on a eu une année spéciale, hein. Ça a été à la maison, d'autres ont été à l'école. Ça a été, on s'est retourné à la maison et puis on a fait beaucoup de gymnastique. Finalement, on a eu les résultats qu'on a eu, même si tout le monde se réjouit de ces taux. Est-ce que quelque part ça ne cache pas une certaine faiblesse, une certaine fébrilité aussi en matière donc de gestion de notre école? Non, vous savez, nous avions dit quelque part que notre école a été victime tout le temps de mesures approximatives et qu'il fallait qu'on en finisse. Notre souhait est que le Conseil national de l'éducation prenne ses responsabilités et joue sa partition à fond en ce qui concerne les grandes orientations de l'école. Le contexte de l'année passée s'est aggravé avec la Covid-19 qui s'est invitée et forcément nous sommes retrouvés dans une succession de conjonctures qui n'ont pas permis que l'année se déroule comme elle a l'habitude de se dérouler. Dieu merci, nous sommes sortis avec les résultats que vous évoquez. Moi, je crois que nous devons nous en féliciter tous en tant qu'acteurs. Parce que dans d'autres pays, ils n'ont pas pu atteindre ces résultats-là. Et des pays pas les moindres. Parce que quelque part, on n'a pas forcé pour justement... Oui, mais quelle vie on peut mener sans effort? Et puis, on ne peut pas non plus vivre sans prendre de risques. Si vous évitez les risques, vous évitez les efforts, le mieux-être ne viendra jamais. Donc, je crois qu'il faut que nous puissions nous reconnaître quand même que quelque part ça a été un succès pour nous d'avoir réussi à faire ça. Le reste, on peut toujours dire bon, l'option. Un succès pour vous ou pour le gouvernement? Parce que je me rappelle que dans la période pour le pays. Je ne parle pas, je ne vois pas. Le gouvernement, c'est qui? C'est vous contre ces mesures prises par le gouvernement? On n'était pas contre. On n'était pas contre. Nous avions émis des réserves et ça n'a pas raté. Mais ce que nous avions fait en son temps, c'est qu'on a émis des réserves et on a accompagné. Parce que nous avons dit, écoutez, ils se sont déjà trompés. Ça ne pose aucun problème. Nous avons continué la sensibilisation. Nous avons essayé d'offrir aussi des masques. On a accompagné les mesures du gouvernement. Parce qu'en réalité, si on faisait un débat, on s'affrontait sur un enjeu aussi national, on pouvait aller à la catastrophe. Le suicide pourrait être collectif. Ceux qui sont là-bas, on pensait que c'est ça qui est bien. Nous, on a pensé qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Bon, mais on accompagne du mieux que nous pouvons. Et c'est ce que nous avions fait. Donc, il n'y avait pas une guerre tranchée, ils ont mal fait, et on va voir ce qui va se passer. Non. Nous, on n'a pas attendu de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui n'a pas raté alors, comme vous le dites? Qu'est-ce qui n'a pas raté alors, comme vous le dites? Mais ça n'a pas raté. Ce qui n'a pas raté, c'est quoi? C'est que nous avons été obligés de mouiller le maillot correctement auprès de nos affiliés. Nous avons été obligés de mouiller les maillots avec les employeurs. Nous avons été obligés de mouiller les maillots avec les parents d'élèves pour que nous sachions là où nous sommes. Et je dis ça n'a pas raté parce que justement, bon, il y a eu des situations où dans certaines écoles, bon, c'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Est-ce que votre rôle, c'est plus d'accompagner ou de ramener le gouvernement sur la droite ligne? Non, je crois que nous faisons les deux. Nous faisons les deux. Puisque là, pour les 30 heures, de la violence, vous n'êtes pas accompagné. Vous n'êtes pas accompagné. Si, vous avez travaillé, transpiré non. Nous avons accompagné. Pas des mesures. Nous avons accompagné par notre posture, par notre position. Parce que l'accompagnement ne veut pas dire qu'on subit sans contribuer. L'accompagnement, c'est qu'on examine la situation, on dit on peut faire autrement. Et c'est on peut faire autrement là qui nous amène là où nous allons aujourd'hui. Donc, nous accompagnons, on fait le constat qu'il y a problème, on dit il y a problème. Et on fait des propositions. On ne dit pas ça ne va pas, et on commence à crier, on est dans la rue. Non, ça ne va pas, d'accord. Qu'est-ce que vous proposez? On a toujours proposé. Mais dans ce cas, vous avez failli aller dans la rue. Hein? Non, on ne vous a jamais annoncé dans la rue. Jamais. Il y a eu des communiqués, des menaces de grève, des suspensions de cours, etc. La preuve, à un moment donné, les chefs d'établissement ont été coincés, ont été bloqués dans l'exécution de leur tâche. Ce qui a bloqué les chefs d'établissement, c'est le fait qu'ils devaient reprendre
les emplois d'État antérieurs en se conformant aux 30 heures que portaient les instructions. C'est ça qui les a bloqués. Ce qui a bloqué l'école, c'est que les aspirants qui avaient déjà des emplois d'État et qui étaient prêts pour dérouler l'enseignement, on leur a dit non, retournez d'abord. Donc, ce qui a bloqué l'école, ce n'est pas notre intervention. Au contraire, c'est notre intervention qui est en train de redonner confiance aux aspirants et à l'école. Parce que ce qui est tel que c'était parti avec les déclarations, si on ne donnait pas des explications, si on ne s'entendait pas pour qu'on ait la même compréhension de la démarche, rien ne se passerait. Avec ce contenu, avec cette sortie médiatique au contenu hors norme, vous étiez allé... On avait une déclaration, ça n'était pas très amical. Hein? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non, je crois que la déclaration avait un esprit. Derrière les lettres, il y avait un esprit. Celui de contribuer. Et celui de contribuer parce que nous avons fini par inviter le chef de l'État à dire nous sommes toujours disposés à améliorer la copie avec votre équipe. Au-delà des mots que nous avons choisis, l'esprit c'était d'être présent dans le dispositif et d'apporter notre contribution. Ce qui a fait que quand nous avons eu l'invite du chef de l'État, nous n'avions pas hésité. Sinon on pouvait dire, bon mais si on va chez lui maintenant là, il va faire ci, et puis on sera contre. Non, nous sommes allés avec les mêmes éléments et on s'est compris. L'actualité c'est que les écoles ont ouvert leurs portes, c'est vrai, ça fait déjà 2 semaines avant. Hein. La gestion de la rentrée a été effective. Quel constat vous faites globalement? Non, globalement aujourd'hui, on peut dire que la rentrée a été effectuée, mais elle n'est pas véritablement effective. Vous avez contribué aussi? Non, on n'y a pas contribué. Je vous ai dit tout à l'heure que le timing que le gouvernement a choisi pour évoquer ces 30 heures, les conditions dans lesquelles l'information est arrivée, et puis le remue-ménage que ça a créé au niveau des établissements qui devaient reprendre tout, a fait que finalement, on s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait pas dérouler l'enseignement. Et donc, face à la menace qui pesait sur l'effectivité de l'enseignement, il fallait qu'on réagisse. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, aujourd'hui, de toutes les façons, on peut se réjouir que progressivement, nous sommes en train d'aller vers une normalisation de la situation, puisque on s'est parlé, on s'est compris, on sait maintenant ce que nous avons comme problème, et on sait avec quels outils on veut aller vers le règlement des problèmes. Au-delà des démarrages, en tout cas officiels des cours, on cherche à savoir quel est le constat que vous faites dans l'état actuel de l'école, dans la tête, sinon la psychologie des acteurs qui sont amenés justement à animer la vie de cette école-là. Non, d'abord dans un premier temps, il faut reconnaître que la mesure des 30 heures est venue entamer le moral des acteurs. En ce qui concerne les aspirants, même les autres enseignants. Mais aussi, comme je l'ai dit, ça a perturbé l'agenda de l'administration scolaire. Tout ça n'a pas concouru à une reprise effective. Donc si vous allez sur le terrain aujourd'hui, vous allez constater que bon, les cours n'ont pas repris. Mais je dis, le fait que nous ayons discuté, qu'on se soit compris, qu'on ait accepté de cheminer pour régler le problème, vous allez sentir que les jours à venir, l'école va reprendre vie. Et effectivement. Alors, c'est vrai qu'on est focus enseignement, notamment secondaire, parce que c'est là où le problème se pose. Mais vous êtes là aussi pour parler des autres enseignants. Hein. On a vu un peu les autres ordres d'enseignement. On a vu un peu comment est-ce que, au niveau du supérieur, on a cherché à gérer avec cette affaire donc de coronavirus qui a perturbé, faut-il le préciser encore une fois, assez profondément les activités scolaires et académiques. Désormais, les cours se font en ligne, en tout cas dans la grande majorité des établissements au niveau du supérieur. Comment appréciez-vous cette initiative? Bon, est-ce que c'est une initiative? C'est une imposition conjoncturelle. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation où si nous tenons à la vie, nous devons intégrer certaines habitudes dans notre quotidien. Et parmi les habitudes à intégrer dans notre quotidien, c'est de faire les cours en ligne. Ce que nous savons et que nous pouvons déplorer, c'est que malheureusement, cette technologie ne couvre pas l'étendue du territoire national et ça appelle également un investissement particulier de la part des parents, ne serait-ce que pour rendre disponible l'accès au net à tous les enfants. C'est un challenge énorme. C'est un challenge énorme, le matériel n'est pas là. Donc véritablement, je crois que c'est quelque chose avec
laquelle il va falloir désormais composer. Et comme c'est nouveau, nous poursuivons les réflexions pour l'amélioration dans tous les cas. Revenons au secondaire. Il y a beaucoup de changements au-delà de ces 30 heures ratées. Il y a beaucoup de changements. Il y a désormais que le CNE intervient. Il y a beaucoup d'autres structures aussi comme le Conseil national du dialogue social. On va en parler un peu plus loin. Mais aussi la fréquence des affectations qui a changé aussi. On est passé de 2 ans à 3 ans. La question de l'agence de placement des enseignants aussi. Il y a aussi quelques difficultés là. Il y a tellement d'éléments qui perturbent, je dois dire, le bon déroulement des activités au niveau du secondaire. Non, je crois que, les réformes qui visent à espacer un peu la fréquence des affectations participent simplement de la consolidation du système. Parce que vous savez que l'enseignement quand même a besoin d'assez de sérénité, et donc si on est hanté par des mouvements qui peuvent à tout moment vous surprendre, vous affecter, ça peut poser des problèmes. Surtout que nous sommes dans un pays où le développement est inéquitablement réparti, et vous comprenez également que des zones sont réputées comme étant des zones d'accueil difficiles. Et donc, si vous avez l'opportunité de maintenir quelqu'un dans ces zones-là, je crois qu'il vaut mieux travailler à ce que vraiment les gens restent. Ça, c'est le premier moment. Le Conseil national de l'éducation, je crois que ça a toujours existé. C'est la nouvelle formule qui, peut-être, aujourd'hui, fait chose là, mais ça s'adresse à tout le système éducatif. Ce n'est pas pour le secondaire seulement. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, le fait d'avoir ce regard technique sur notre système, ça va empêcher les improvisations, les approximations, et ça aura l'avantage de normaliser le circuit, et finalement on aura une possibilité de promouvoir vraiment. Est-ce que le Conseil a vraiment impacté, je dois dire, les décisions pour cette rentrée scolaire? Parce qu'on a vu beaucoup de tâtonnements l'année passée, avec peut-être l'installation pratiquement tardive de la structure. Bon, vous pouvez savoir que, ça dit que cette année, par exemple, les affectations, les nominations sont sorties plus tôt que prévu. Habituellement, la rentrée commence et c'est après on fait cela. Donc la présidence du CNE, qui avait donné des délais précis, a permis que les ministres, les conseils sectoriels du dialogue social puissent travailler sur le dossier plus tôt que prévu et pouvoir se référer à l'avis. Donc la présidence de cet avis a hâté les choses. Ce n'est qu'un début, et en principe, quand ça va rentrer dans les mœurs, ça va forcément mieux fonctionner. Alors, comment justifier, M. Bassabi, qu'on évite les approximations quand on permet aux supérieurs de faire des cours en ligne et aux secondaires des cours en présentiel, et aussi bien aux primaires? Et vous accompagnez cela également, M. le secrétaire général de la CGTB? Écoutez, vous savez que le taux d'analphabétisme sur la technologie concernée est très élevé dans le pays, et que les infrastructures même telles qu'elles sont aujourd'hui ne peuvent pas offrir un service de qualité à tout cet effectif-là. Donc, on a commencé par ceux qui peuvent mieux se débrouiller et qui ont une meilleure connaissance de l'outil. Et pendant ce temps, on sacrifie ceux qui ne peuvent pas mieux se débrouiller. Mais ceux qui ne peuvent pas mieux se débrouiller, on les sacrifie? Non, ils ne sont pas sacrifiés. Ils sont utilisés, c'est-à-dire... Non, ils ne sont même pas exposés. Ah oui? Non, ils ne sont pas exposés parce que... Vous croyez que le fait de faire les cours en ligne peut faire que les gens échappent vraiment à la Covid? Non. Ils vont échapper simplement s'ils adoptent dans leur milieu habituel les comportements qu'il faut. Or, nous avons invité les mesures barrières dans nos établissements scolaires. Si chacun joue sa partition, en principe, les dégâts seront limités. Mais il est évident que le fait que la Covid soit là... Comment peut jouer sa partition? Oui, dans une salle de classe du CI, par exemple, on a 80, on a 100 élèves. Et vous savez très bien que c'est une conjoncture qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et par rapport à ça, on ne peut pas arrêter tout. Aucun pays, je vous ai dit tout à l'heure que la vie me met risque. Ne pas prendre de risque, c'est cesser de vivre également. Et aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est que chacun s'autodiscipline. Et chacun s'autodiscipline, c'est quoi?
Il y a l'environnement scolaire qui va discipliner les gens. Il y a l'environnement familial qui va discipliner les gens. Il y a la rue qui va discipliner les gens. Donc, la discipline doit s'imposer. L'hygiène doit revenir sur le site. Donc, je crois que si vous regardez un peu la situation, ce que nous faisons, en fait, ce qui nous accompagnons de manière stratégique, c'est qu'on ne veut pas accompagner le désespoir. On veut entretenir l'envie de vivre chez chaque Béninois. Et la meilleure façon, c'est de cesser d'être alarmiste et de faire les efforts que chacun peut faire pour que ça marche. Parlez-moi du dernier volet que j'avais évoqué dans ma question. La situation de l'agence de placement des enseignants. Non, vous avez constaté qu'on n'a pas opérationnalisé les agences. Parce que simplement, les réglages qui doivent être faits pour rassurer les uns et les autres, ces réglages-là n'ont pas été obtenus. Comme quoi? Non, mais de toutes les façons, quand une agence va fonctionner, il faut qu'on puisse savoir quelle est son offre de service. Si son offre de service fait reculer le système, on ne prend pas. Donc le débat est encore sur l'offre de service de ces agences. C'est quoi? L'agence n'avait pas déjà la OF pour savoir quels sont les objectifs, les missions. Non, vous savez. Et même quand vous avez la OF, comme on le dit, vous avez tout. Mais il y a toute une organisation qu'il faut mettre en place. Et pour ce que nous avons échangé avec le gouvernement, les agences qui sont prévues pour être consultées, pour faire ce travail-là, et ne sont pas assez prêtes. Et c'est pour cela que l'ANPE continue la gestion des aspirants. Et c'est ce qui va se faire au cours de cette année scolaire. Le reste viendra. Est-ce que ça dit que sur la question de l'agence de placement des enseignants et la gestion de leur carrière, est-ce que ça dit que les secrétaires généraux que vous êtes, vous accompagnez cela? Est-ce que c'était une bonne option? Non, vous savez, le problème n'est pas d'anticiper sur la qualité de l'option ou pas. Le problème, c'est d'abord d'aller comprendre ce qui est dedans. Et quand on a compris ce qui est dedans, apporter ces améliorations et au besoin même expérimenter. Parce qu'on ne peut pas préjuger de ce que ça va être un échec à tout moment, on ne peut pas faire... Non. Oui, mais certains ont parlé de privatisation de la carrière de l'enseignant, par exemple. Non, vous voyez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais posé la question de savoir d'où lui viendra son salaire s'il décroche un emploi. Ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est que les gens puissent travailler dans des conditions décentes. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un s'interroger si c'est Dieu qui va le payer son salaire ou si c'est le diable. Ce qui est sûr aujourd'hui, est-ce que dans les conditions prévues par les tests, les agences offrent les possibilités que nous attendons? Si c'est non, c'est que c'est non, on est contre. Mais si on peut obtenir avec les agences une décence de l'emploi, parce que ceux qui parlent de la privatisation de la carrière, je ne sais, c'est comme si, alors qu'on sait très bien que le moteur même de l'économie, c'est le secteur privé. D'accord? Et que donc, des gens ont évolué dans le privé avec des situations de travail décentes et on finit par avoir une retraite dorée. Oui, mais nous sommes dans un secteur sensible, social, régalien, qui appelle justement des attitudes qui sont pratiquement contraires à ce qu'on a quand on est dans le secteur privé. Écoutez. Les enseignants du privé, ce n'est pas le plus heureux du monde. C'est un discours inaudible, s'il vous plaît. Et une année sacrifiée, c'est toute une carrière, c'est toute une génération qui est sacrifiée. C'est un discours inaudible. Comment ça? Voilà. Vous-même, vous êtes prêt pour dire que les meilleurs résultats de la performance du système éducatif sont produits par les privés. OK? Ce n'est pas des enseignants qui opèrent. Oui, parce que justement, on est en train de surfer aussi sur la misère de certains qui n'ont pas d'autres alternatives, d'autres possibilités. La preuve, monsieur le secrétaire général, la preuve, quand le gouvernement a lancé cette affaire de préinsérer ou d'aspirants, etc., mais le privé s'est vidé de son personnel parce qu'on a trouvé que dans le public, ce serait mieux. Ça veut dire que le combat, ce n'est pas un combat contre le privé. C'est un combat contre les conditions de travail dans le privé. Et je vous dis, ça fait des années que nous travaillons sur une convention collective pour tous les enseignants qui évoluent dans le secteur privé. Parce que le service de l'éducation reste public. Ce n'est pas à délégation que les acteurs du privé sont là. Et dans tous les domaines possibles, la délégation intervient toujours pour que le service public soit rendu par des privés. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, ce n'est pas le problème de faire de l'enseignement dans le privé, mais quels sont les moyens, quelles sont les garanties que l'État offre
pour que les gens puissent évoluer. Et sur cette question-là, nous travaillons. Parce que de plus en plus, nous sommes en contact avec les promoteurs d'établissement, nous connaissons également leurs problèmes. Nous savons, donc le travail qui va se faire, c'est plutôt de faire en sorte que, du point de vue et traitement social, que l'on normalise les conditions de travail. Et ça appelle également, de la part de l'État, une certaine responsabilité l'État qui doit injecter également des ressources dans ces secteurs-là pour accompagner, parce que c'est le service public de l'éducation que par délégation cela à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, c'est mieux pour nous de faire un débat sur la restauration de bonnes conditions de travail là-bas que de dire, bon, on est en train de privatiser l'école, on est en train de privatiser la carrière. Non, c'est l'économie qui fait la carrière. Et cette économie, jusqu'à nouvel ordre encore, est détenue par le secteur privé. On a ouï dire qu'au bout de la rencontre avec le chef de l'État, il vous a renvoyé pour les autres questions au cadre tracé par les tests, à savoir le cadre, je crois, le comité, la commission de dialogue, négociation. Dialogue, oui, sur cette question-là, où en êtes-vous par rapport aux négociations avec le gouvernement? D'abord, ça a démarré il y a quelques semaines. Il ne nous a pas renvoyé. C'est l'ordre normal des choses. On ne va pas au palais négocier. Au palais, on gère des situations conjoncturelles. Nous y sommes allés pour dire, bon voilà, c'est une question d'actualité, on en a débattu, et puis il laisse la responsabilité aux structures compétentes pour continuer le débat. Si on a besoin un jour de son arbitrage, on le fera également appel. Maintenant, la session est en cours, et vous devez comprendre que la position des syndicats a quand même montré qu'on peut faire des choses autrement dans le pays. On avait prévu qu'on devait se revoir le jeudi passé dans la grande commission. Ça a été reporté parce que nous devions échanger avec le chef de l'État. On l'a planifié pour vendredi. On n'a pas pu également le faire vendredi parce que la commission technique qui devait travailler sur les 30 heures devait continuer ses travaux pour nous sortir des propositions. Et comme la plupart des membres qui sont dans la grande commission devaient venir, on a dû également reporter. C'est pour dire simplement que la grande commission avait à l'ordre du jour 4 ou 5 questions et nous avions débattu de la rentrée scolaire. Nous étions en train de finir avec les problèmes en lien avec le secteur de la santé et on devait aborder très prochainement la question de l'évaluation diagnostique des enseignants, c'est-à-dire les engagements pris par le gouvernement dans ce dossier, et puis finir par les questions de carrière, les arriérés de salaire, tout ce qui bloque, tout ça là. Donc, c'est des questions qui vont s'inviter les tout prochains jours et nous avons nos positions sur ces questions-là et on va en débattre. Parlons du secteur de la santé. Il me semble, selon vous dire, que vous avez évacué le sujet. On ne l'a pas évacué. C'est en discussion. Nous l'avons discuté. Quels sont les aspects sur lesquels vous êtes en train de discuter actuellement? Non, on a fini pratiquement, on a bouclé la question sur la santé. Nous avions évoqué les questions de carrière, vous savez. C'est tous les agents de l'État ont ces problèmes-là. L'ambiance de dialogue au niveau du ministère, nous l'avions évoqué. Et puis, bon, La situation d'Adolphe Oussou aussi, vous l'aviez évoqué? Oui, je crois que la situation d'Adolphe Oussou, en tout cas, de toutes les façons, pour nous, est une situation désormais conjuguée au passé, puisque les éléments qui sont en nos possessions nous prouvent que Adolphe Oussou n'était pas menacé, n'est pas poursuivi. Et puis, de toutes les façons, c'est solennel. Donc aujourd'hui, en principe, le camarade est libre de tous ses mouvements et pour le reste, on avisera s'il y a une situation. Une nouvelle organisation de l'administration des hôpitaux publics chez nous. Vous avez un avis là-dessus? Je crois que ce débat n'est pas venu au niveau de la commission. Vous personnellement, vous avez un avis là-dessus? Oui, je crois que pour mon expérience personnelle, et en tant que citoyen et puis en tant que quelqu'un qui a eu recours de façon intensive aux services de santé ces derniers mois, je crois qu'il y a du travail à faire dans le secteur. Et donc, repousser les réformes ou ne pas en discuter, ce serait vraiment irresponsable. Bon, maintenant, quel va être le contenu de ces réformes, comment il faut les implémenter, et c'est des éléments qu'il faut verser aux techniciens du domaine, pour qu'on puisse, en temps opportun, apprécier. Est-ce que vous parlez d'acquis en termes de dialogue social avec le gouvernement depuis bientôt 5 ans? C'est difficile. C'est difficile, mais on peut dire que l'un des acquis majeurs,
c'est que de plus en plus, la classe ouvrière se trouve devant ses responsabilités. Quand je dis on se trouve devant nos responsabilités, c'est que les outils traditionnels de combat, les efforts que nous avions fournis tout le temps pour avoir ce que nous pouvons appeler des acquis de lutte syndicale, ces efforts ont prouvé leurs limites. Parce que nous sommes retrouvés en face d'un schéma jamais connu. Et donc, ça oblige une remise en cause. Mais une remise en cause qui devait d'autres moments nous permettre de restructurer l'action syndicale et d'agir autrement. Et c'est ça que nous avions commencé. Le schéma vous dépasse-t-il? Non, le schéma ne dépasse pas. Le schéma ne dépasse pas parce que dans le combat syndical, dans les instruments de combat syndical, tout est prévu. Tous les cas de figure sont prévus. Quelle est la transformation interne qu'opèrent les syndicats justement pour faire face à ce schéma? La première transformation, c'est que ça nous impose d'être professionnels. Très bien. Ça nous impose d'être professionnels parce que l'amateurisme syndical ne peut plus payer. Il faut être en mesure, lorsque vous êtes dans une action syndicale par exemple, c'est clair aujourd'hui que on ne peut pas, si on ne veut pas ruiner la nation, si on ne veut pas paraître irresponsable, on ne peut pas, de façon responsable, enclencher un débat sur des coûts financiers, par exemple en ce qui concerne la carrière des agents. On ne peut pas l'enclencher en pleine exécution du budget. Il aurait fallu que cette requête-là soit adressée et qu'on en discute avant l'élaboration du budget et que les arbitrages permettent de faire. Bon, il y a que aussi aujourd'hui, ça nous a révélé que nous n'avions pas vraiment entretenu le militantisme chez nos affiliés. C'est-à-dire que, bon, ben, on est syndicat, on est là, et puis bon, dès qu'on est travailleur, on est syndicat. Non, en fait, il y a une fibre militante qu'il faut entretenir. Et le militantisme, pour ceux qui savent ce qu'on appelle militant, le militant, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé, il n'est pas conjoncturellement actif, il est engagé en permanence. Est-ce que vous ne jetez pas un pavé dans la main de vos prédécesseurs? Parce qu'on en a vu ici qui ont réclamé une augmentation en plein exercice. On peut réclamer une augmentation en plein exercice, mais on ne peut pas dire que si on ne l'a pas en plein exercice, tout de suite là, que tout s'arrête. On peut, en réclamant ça, on peut même susciter, comment on appelle-t-on, un débat autour et même obtenir que le budget soit revu. Que les gens introduisent un collectif budgétaire, tout ça, ça peut s'obtenir. Mais ça ne s'obtient que lorsque vous avez les rapports de force qu'il faut. Et ces rapports de force-là ne sont alimentés que par le militantisme. Et ce militantisme-là, malheureusement, il est à construire. Il y a, j'ai oublié une question, justement, il y a une décision du Conseil des ministres qui réorganise le monde syndical et qui projette justement les élections professionnelles pour très très bientôt. Comment est-ce que vous appréciez les nouvelles formules proposées par l'équipe qui gouverne le pays? Bon, enfin, de toutes les façons, ce n'est pas une nouveauté, hein. Et si on arrive à tenir les élections professionnelles qui arrivent, on serait à la 3e édition. Donc on a déjà connu des éditions. Mais pas de la même formule. Non, bon, évidemment ça dépend de la conjoncture. Vous savez, nous sommes dans un système de rapport de force. Je vous ai dit tout à l'heure que la situation que nous connaissons aujourd'hui est en train de nous conforter dans l'idée qu'il faut faire un travail. Le travail qu'il faut faire, c'est de revenir vraiment aux fondamentaux du syndicalisme. Et de trouver les moyens pour que les travailleurs ne pensent pas que être militant syndicaliste, c'est un truc facultatif ou mais c'est un truc épisodique. Il faut être permanent. Deuxième chose, c'est que forcément, il faut que nous puissions avoir des gens investis de la confiance de représentativité qui puissent prendre la parole au nom des travailleurs. C'est pourquoi que les élections professionnelles sont là et nous l'avions déjà expérimenté 2 fois. C'est vrai que cette fois-ci, bon, mais en fait, la première édition, c'était 25% à la représentativité. L'édition qui a suivi, on est passé à 15%. Cette fois-ci, on a voulu aller à 10%, mais le gouvernement a dit, bon, mais il souhaite que ça soit 20%. Ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande beaucoup d'investissement et de travail, mais ça nous invite toujours à consolider
le rapprochement qui exige de nous de rentrer dans une unité d'action qui permette d'avoir une force qui réponde aux réalités du syndicalisme d'aujourd'hui. Ce n'est pas que ça a trop varié ou bien que les outils ne sont pas... Les outils sont là, mais on ne les a pas souvent utilisés. Aujourd'hui, il faut retourner à ces outils et les utiliser au mieux des intérêts des travailleurs. C'est délicat, 20% pour la représentativité, et ça pose un certain nombre de problèmes, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous n'avons pas envie de mériter la prise de parole au nom des travailleurs. Ndachirou Bachabi, rapidement une dernière question d'actualité. La question des droits de l'homme, c'est ça qui fait débat actuellement. Vous êtes syndicaliste, porte-parole des travailleurs. Comment voyez-vous le contexte? Certains disent que c'est rose, pendant que d'autres disent au-delà des frontières que c'est pas rose. Non, de toutes les façons, je crois qu'il est important de reconnaître que les droits de l'homme ont été mis à rude épreuve sous la rupture. Les responsabilités sont peut-être partagées. Ah, c'est une esquive, ça. Non, c'est pas une esquive. Je vais vous dire, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est forcément l'autre qui fait mal. Parce qu'il me dit, s'il a pu faire mal, j'ai peut-être permis ça aussi. Donc aujourd'hui, c'est clair que les droits de l'homme ont du mal à s'éclore réellement dans notre pays. À s'éclore en comparaison de ce que nous avions connu. D'accord? Mais est-ce que ce que nous avions connu était véritablement ce qui devrait être? C'est une question d'évaluation. Nous devons reconnaître qu'effectivement aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quoi, il y a certaines choses, et puis même parfois, on a le sentiment que les efforts sont faits pour déboulonner les droits de l'homme. Et qui devrait faire cette évaluation-là? Oui, mais c'est nous tous. C'est nous tous. Parce que nous sommes tous concernés par la question des droits de l'homme. Et opposition, et mouvance, et syndicalistes, et tout le monde. Parce que aucun pays ne peut se développer sans que ces droits-là, qui sont inaliénables, ne s'éclorent. Il y a une tendance désormais qui dit que les pays les mieux développés, c'est ceux qui ont fait fi quand même. Non, je crois que c'est une tendance qu'il ne faut pas copier. C'est une tendance qu'il ne faut pas copier. Et il n'y a pas de progrès social durable dans un régime qui déshumanise la vie. Non, il n'y en a pas. Ndachirou Bachabi, vous êtes secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Vous étiez au palais à ce titre de la Marina pour discuter avec le chef de l'État Patrice Talon au sujet de cette affaire donc de 30 heures qu'on a évoqué sur ce plateau. Franchement, on a évoqué d'autres actualités aussi. J'allais vous demander si la CSTB vous a manqué, puisque justement, elle n'était pas de la partie. Oh, je ne crois pas que ce soit une question importante. Est-ce que nous avons pu défendre les intérêts des travailleurs? Oui. C'est quoi? Et donc, manquant de vos amis sont absents à des rendez-vous aussi? Non, enfin, moi j'ai demandé à être rencontré. Je ne connais pas la situation. Moi j'ai demandé à être rencontré. Merci beaucoup d'être passé sur nos franches. Parfait, Anemoso, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous dominical d'échange, zone franche. Merci d'avoir été là. Vous passez une très bonne journée. On va se voir dimanche prochain, s'il plaît. Adieu. Chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est toujours avec du plaisir que je vous retrouve autour de notre plateau, de notre plateforme d'échange en toute confiance. Je voudrais d'abord commencer par des remerciements, oui, parce que
Quand on fait quelque chose et qu'on est encouragé, je pense que ça pousse à mieux faire. Et vraiment, je dois reconnaître que je reçois beaucoup de messages qui sont encourageants. Des messages qui attestent de l'utilité de ce que je fais.